et le faire accepter par rapport au Parlement. Et il y avait une complicité générale pour l'accepter ou pour se taire. C'était le langage, le double langage. Et c'est dans cette situation que l'on était installé. Aujourd'hui, avec les caractéristiques des marchés financiers et ce qu'on est convenu d'appeler la crise des dettes souveraines, ce n'est plus possible. Ce qu'on dit à l'extérieur, il faut le faire à l'intérieur. Alors justement, vous avez un langage plutôt direct. Est-ce que l'État est proche de la faillite aujourd'hui ? On ne peut pas dire ça, mais quand François Fillon a utilisé ce mot qui était inapproprié, techniquement, juridiquement, à mon avis, il a bien fait. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en mesure de retrouver une cohérence. C'est vrai. Je crois qu'il faut, si on se concentre sur la dette française, rappeler d'abord deux choses. La première chose, c'est que la dette en soi, c'est pas mauvais. Il y a une dette qui est excellente, qui consiste à investir dans les infrastructures, dans les usines, dans la recherche, dans l'éducation. Ça, c'est pas mauvais. Ça veut dire que quand on fait le grand emprunt, on a raison. Quand on fait l'investissement public, oui, à condition que ce ne soit pas un substitut du reste. Mais c'est pas mauvais. Oui, ma réponse est oui. Maintenant, pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, en dehors de la crise internationale, qui est vraiment, et Paul pourra en parler tout à l'heure, la cause profonde, le fait que les banques sont dans une situation pourrie, qu'elles le sont encore plus aujourd'hui, que rien n'est réglé, que la crise est encore devant nous, tant dans les banques qu'ailleurs. Mais pour ne rester pour l'instant qu'à la situation française, je voudrais rappeler simplement les chiffres. Pour tenir les engagements de stabilité que le gouvernement a pris, et qui me paraissent, à moi et à beaucoup de gens, le minimum nécessaire, il faut trouver 100 milliards dans les budgets de l'État et de la sécurité sociale et des collectivités locales en 3 ans. Les 100 milliards, on peut les trouver de deux façons. Soit en disant la croissance va pourvoir à ça, parce que la croissance va être forte, les recettes vont augmenter. En partie. Le gouvernement, à juste titre, dit en partie. Et le taux de croissance fixé est très important. Si on fixe un taux de croissance de 2,5, ça rapporte à soi tout seul 40 milliards, il n'y a plus que 60 milliards à en trouver. Mais je suis d'accord avec vous. Si on pense que le taux de croissance est plus faible, il vaudrait mieux le mettre à 1,5%. Alors, ce n'est pas 60 milliards qu'il faut trouver, c'est autour de 90. Donc, ce qu'il faut trouver, c'est au moins 30 milliards en 2011. Et le budget 2011, comme le sait très bien Thierry, c'est maintenant qu'il se fait. C'est en ce moment, à l'heure où nous parlons, qu'on est en train de le faire. On le connaîtra officiellement au mois de septembre. Et y aura-t-il 30 milliards d'économies pour cette nouvelle dans ce budget? C'est la question absolument fondamentale. On le saura dans pas longtemps avec la préparation du budget 2011, qui va être sans doute un serment de vis. En tout cas, il faut espérer qu'elle soit à ce niveau-là. Mais même si c'est le cas, et si c'est le cas, le problème n'est pas réglé, parce que la dette n'est pas à elle seule tout. N'oubliez pas que, et c'est en cela que l'histoire est importante, que quand s'est passée la crise de 29, les États-Unis ont lancé une politique de relance, qui n'a d'ailleurs pas été lancée par Roosevelt, mais par son prédécesseur, contrairement à la mythologie. Et quand Roosevelt est arrivé, il a continué, même si son ministre des Finances, le Thierry Breton de l'époque, était absolument contre la relance, était contre le grand emprunt qu'avait lancé Hoover dans le Reconstruction Finance Corporation, a tout fait pour l'arrêter, et en 1937, il l'a arrêté. Oh là, la reprise est passée, il l'a arrêté. Donc, politique d'austérité absolue. Moralité, plongée de l'économie américaine, pire en 1937, 1938 qu'en 1929. Pire. Et les États-Unis sont vraiment sortis de la crise que grâce à la guerre. Donc il faut bien savoir qu'il y a une sorte de nouvelle pensée dominante à laquelle je ne veux pas participer, qui est la rigueur. La dette est l'ennemi absolu. C'est pas vrai. La dette doit être réduite, mais elle doit être réduite de façon coordonnée, avec un frein d'une part, mais un accélérateur d'autre part, d'où l'importance que j'attache. Vous voulez dire que c'est une erreur de dire qu'il faut rembourser toutes les dettes d'ici à 2013 et 2014, que ce soit les Français, les Allemands. On n'utilise pas que le frein. On est en train de nous le dire. Il faut utiliser le frein et l'accélérateur. Le frein, c'est réduire la dette des dépenses de fonctionnement. L'accélérateur, c'est surtout ne pas toucher aux investissements. Il faut être un artiste pour à la fois freiner et accélérer. Surtout ne pas toucher aux dépenses d'investissement et utiliser l'étage européen qu'on n'utilise pas en mettant en place un instrument nouveau, bon du Trésor européen, qui permettrait d'avoir une politique de relance. Donc il faut combiner la rigueur, la vraie rigueur, et la croissance. Exactement. Fine-tuning. Vous ne pouvez pas parler français, oui, monsieur le sénateur, dans votre propre maison. Simplement pour... Ça, Paul Jorion qui vient de Californie, j'aurais compris, mais vous... Pourquoi ce sujet devient aujourd'hui aussi important? Tout simplement parce que nous avons à emprunter sur les marchés pour financer deux éléments. Le premier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le remboursement de la dette embarquée, accumulée. À cet effet, l'histoire... Moi, j'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, je suis un fan, tout le monde le sait, des livres de Jacques Attali. Et c'est pour ça que je peux lui permettre de dire qu'il manque... J'aurais aimé un petit paragraphe en plus, un petit chapitre en plus dans ce livre. C'est l'histoire de la dette française. On doit faire de la pédagogie. Comment la dette française se constitue depuis les 30 dernières années? Alors, c'est très intéressant. En fait, quand on rentre dans la décennie 80, la France n'a pas de déficit et pratiquement pas de dette, en dessous de 20%. Et puis, vous savez, quand on regarde la dette, c'est comme de la géologie. Il y a 4 décisions
qui vont faire que la dette française va commencer à s'envoler, et notamment sous les 2 septennats de François Mitterrand, et puis ensuite après. Premièrement, c'est les 35 heures, 100 milliards dans le coût de la dette française. Deuxièmement, la retraite à 60 ans, 200 milliards dans la dette française. Troisièmement, 1 million de fonctionnaires embauchés entre 81 et 94. On en avait 4, on finit avec 5. 100 milliards supplémentaires. Et puis quatrièmement, les nationalisations, privatisations, 100 milliards supplémentaires. Voilà 4 décisions politiques. Là, vous êtes en train de le chercher. Non, parce que... Attendez, le conseiller spécial de François Mitterrand qui a assisté... Je ne dis pas du tout que c'est lui qui est la cause de ça. Je dis qu'il faut expliquer aux Français... Et votre majorité, qu'est-ce qu'elle a ajouté? Alors ensuite, vous avez précisément la boule de neige qui commence à se créer. Et il faut rembourser ensuite ces éléments. On passe à ce moment-là à 50% d'endettement. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Je dis que c'est important de dire aux Français qu'une décision... des décisions qui sont des décisions de bien-être collectif. C'est 4 décisions, 3 d'entre elles en tout cas, sur les 35 heures, sur la retraite à 60 ans. On en parlera tout à l'heure. C'est des décisions de bien-être collectif. Ça a un prix, ça a un coût. Et donc dans ce montant-là, eh bien, on le paye un jour. L'addition, elle est présentée aujourd'hui. Et on va la financer où? Sur les marchés financiers. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on ajoute à ça le déficit structurel et le déficit de crise. Le déficit de crise, c'est 130 milliards cette année, l'année prochaine 140 milliards. Il faut aller les chercher sur les marchés. Sont tout à fait et donc les chiffres sont vraiment exacts. C'est des chiffres qu'on avait fait à Bercy. Je vous demande de regarder dans la commission Pébron. Parler de la trajectoire, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller refinancer ça. Et la France va devenir le premier pays émetteur de dette en euros au monde à partir de 2013-2014 devant l'Allemagne. Non, elle n'est pas encore. Effectivement, elle le sera à partir de 2013-2014, contrairement effectivement à ce que dit Goldman Sachs. Ne vous battez pas trop. Et sur le passé, sur les chiffres, mais Jacques Attali, vous répondez, et puis je vous entends tous les deux. Simplement que vous puissiez montrer le graphique qui est dans ce livre, que j'ai repris d'ailleurs de la direction du budget et de l'INSEE, qui montre que la dette publique française est stable à peu près jusqu'en 91, 92, 93. Elle est à 50%. Et c'est non, à ce moment-là. Elle est à 50%. Non, elle est à ce moment-là. Il faudrait que vous supprimiez votre doigt et on le voit à la caméra. Elle est à ce moment-là à 35%. Et selon l'INSEE... 94, vous avez dit 94-95. Oui, elle est à 50%. Oui, mais, voilà. Mais excusez-moi... C'est à la fin de la décennie. Oui, mais c'est comme ça. Excusez-moi, mais à ma connaissance, si je me souviens bien, le septennat de François Mitterrand en termes de gouvernement par la gauche termine en 93. Oui, mais je ne... Non, pardonnez-moi, juste une petite remarque. C'est une constatation des décisions politiques se payent un jour en économie. Tout se paye, il faut le dire aux Français. C'est inutile de rentrer là-dedans. Si on regarde les graphiques, la dette publique augmente sérieusement à partir de 93. Alors je ne dis pas que le gouvernement qui est en place en 93 est responsable, parce que la dette commence avant et il y a l'effet d'hystérésis qui commence. Mais je ne voudrais pas qu'on puisse dire, oui, mais les chiffres que vous avez donnés, je m'inscris un faux contre eux et j'aurais bien aimé qu'on parle de l'avenir plutôt que de ces chiffres fantaisistes. Une précision. Quand on parle avec vous de la décision de François Mitterrand, vous étiez à ses côtés, de passer de 65 ans à 60 ans. Ça n'a absolument rien à voir avec la dette. Absolument aucun rapport. Non, mais cette décision-là, est-ce que c'était une erreur? Non, c'était pas une erreur. C'était symboliquement et politiquement nécessaire? Mais non, c'était pas une erreur. À l'époque en question, ça correspondait à une nécessité. Et aujourd'hui encore, on peut discuter très profondément. Si vous voulez qu'on rentre là-dedans, ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais je veux bien. Ça a un coût économique. Mais non, non, écoutez-moi. L'âge de la retraite détermine la classe sociale qui paye les retraites. L'âge de la retraite détermine la classe sociale qui paye les retraites. Plus l'âge de la retraite est bas, plus c'est les classes élevées qui payent la retraite. Si l'âge de la retraite augmente, ce sont les ouvriers qui payent la retraite. Parce que ce sont ceux qui en ont carrière longue. Donc en augmentant... Attendez, encore une fois. Est-ce que on fait porter le problème des retraites aux classes ouvrières? Ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez évoqué, j'y réponds. D'accord, mais est-ce que François Mitterrand considérait qu'il figeait définitivement à 60 ans l'âge de la retraite? Je ne ferai pas parler des tables tournantes. La situation aujourd'hui est différente. Nous avons le choix entre 3 façons de financer les retraites, tout en sachant que les retraites, le déficit nouveau, c'est 13 milliards, et que le total des déficits publics, c'est de l'ordre de 140 milliards.